J'ai vécu assez longtemps. J'ai pu voir comment les gens traitent ceux qui n'ont rien à leur offrir. Observez une pièce. Vous verrez qui est salué et qui est ignoré. Ceux qui sont sur les côtés. Ceux dont personne n'a besoin. J'ai vu ça une fois à un bal de la moisson dans le Montana, en 1882. Ce dont j'ai été témoin cette nuit-là est resté gravé en moi. Le violon a joué sa première note, et Jesse Callahan s'est collé le dos au mur. 14 pas jusqu'à la porte, il le savait. Des talons de bottes sur le bois, un rire, de l'eau de rose et de la fumée de tabac. Quelqu'un a frôlé une femme. Sa manche a accroché son coude. Elle ne s'est pas arrêtée. Ses doigts ont trouvé la tête d'un clou dans les planches de pain. Du fer froid. Il l'a suivi du doigt, comme un homme suivrait une cicatrice. Pauvre Jesse Callahan. Le murmure venait de sa droite. C'était le meilleur cavalier du comté. Personne ne va danser avec un aveugle. Sa mâchoire s'est crispée. Sa canne a touché le sol. Un pas. Deux. Il a tendu la main vers la porte. Où que vous m'écoutiez ce soir, depuis un Porsche au Texas ou à une table de cuisine dans l'Ohio, SOM, bon, laissez un commentaire. Dites-moi si vous appréciez ces histoires. Et je vous serais reconnaissant de vous abonner. L'eau dans la bassine était devenue froide. Clara Whitmore a essoré le linge. Elle s'est essuyé la poussière de la diligence du cou, des poignets et du creux de sa gorge. 6 jours de route depuis le Nebraska. Sa peau en portait encore les traces. Il y a un bal de la moisson ce soir, a dit Madame Harmon, depuis l'embrasure de la porte. Toute la ville y va. Vous devriez venir rencontrer des gens. Clara a regardé sa seule belle robe accrochée au clou. De la laine indigo, rapiécée à l'ourlet. Là où elle l'avait accrochée à un piquet de clôture 2 hivers plus tôt. Thomas s'était moqué d'elle pour ça. Elle a enfilé la robe par la tête et n'a pas répondu. La salle de bal sentait le kérosène, la sueur et quelque chose de sucré. Du cidre de pomme, peut-être, ou les dernières pêches de l'été. Clara se tenait près de la porte pendant que Madame Harmon lui désignait les gens. La femme du maire, le forgeron, la veuve Turner. On disait qu'elle avait enterré 3 maris et qu'elle en cherchait un 4e. Et celui-là, là-bas, la voix de Madame Harmon a baissé. Jesse Callahan. Il a perdu la vue il y a 2 ans. La foudre a effrayé son cheval. Il est tombé sur des rochers. C'est tragique, vraiment. C'était le meilleur cavalier du comté. Clara a suivi son regard. Un homme se tenait seul près du mur du fond. Il était grand, avec des épaules qui semblaient avoir porté un poids toute sa vie. Une main serrait une canne. L'autre était posée à plat contre les planches de pain derrière lui. Il s'est tourné vers la porte et a commencé à marcher. Il y avait quelque chose dans sa mâchoire crispée, dans sa façon de bouger, prudente, mesurée. Comme un homme qui traverse une rivière gelée en écoutant les craquements. Les pieds de Clara se sont mis en mouvement avant même qu'elle ne décide de bouger. Le violon continuait de jouer. Les voix se sont tues. Elle sentait les regards sur elle comme une chaleur sur sa peau. Clara Whitmore. Elle s'est arrêtée devant lui, assez près pour sentir le savon sur son col, le cuir de ses bottes. Je viens d'arriver aujourd'hui. Sa tête s'est tournée vers sa voix. Ses yeux avaient la couleur des galettes de rivière. Ils n'ont pas tout à fait trouvé son visage. Madame, je ne suis pas un grand danseur. Elle a tendu la main. Vous, une pause. Sa gorge s'est nouée. Je l'étais. Eh bien, elle a attendu. Je suppose qu'on trouvera bien un moyen. Ses doigts ont trouvé les siens. Des callosités contre des callosités. Ses mains ont tremblé une fois, puis se sont stabilisées. Le violon a entamé une valse. Clara s'est approchée. Derrière elle, les murmures ont cessé. Et de l'autre côté de la pièce, un homme avec un beau manteau s'est penché vers Madame Harmon. La chaîne de sa montre de poche a capté la lumière de la lampe. Ses yeux n'ont pas quitté le dos de Jesse Callahan. La musique s'est estompée derrière eux alors qu'ils sortaient sur le trottoir en bois. La canne de Jesse a trouvé le bord de la marche. Une en bas, 2. Mais l'air de la nuit a frappé son visage. Froid, vif, portant l'odeur de la fumée de bois et du gel. « Je peux vous raccompagner à la pension, a-t-il dit, si vous m'indiquez la bonne direction. » Les pas de Clara se sont arrêtés à côté de lui. « Je ne suis pas prête à rentrer. Trop de questions m'attendent là-bas. » Il comprenait cela. Le poids de la curiosité des autres, leur pitié déguisée en sollicitude. « Il y a un banc, a-t-il dit, sur le porche du magasin, à 50 yards d'ici. » Ils ont marché. Sa canne tapait sur les planches.
Ses bottes faisaient un bruit plus doux. Des talons usés, a-t-il deviné. Le genre de chaussures qui ont beaucoup servi. Quand ils ont atteint le porche, sa main a trouvé la rampe. Du givre sur le bois, fin comme du papier. Ici. La voix de Clara venait de sa gauche, le grincement d'un rocking chair s'affaissant sous un poids. Il a trouvé la deuxième chaise au toucher et s'y est assis. Le froid s'infiltrait à travers son manteau. Quelque part dans la rue, un chariot est passé bruyamment. Le dernier a quitté le bal. Puis le silence. Juste le vent qui passait sous les avant-toits et le beuglement lointain du bétail dans un enclos. « D'où venez-vous » a-t-il demandé. « Du Nebraska. J'avais une concession près de Broken Bow. » Il y a eu une pause. Sa chaise a grincé une fois. « J'ai enterré mon mari il y a 6 mois. La fièvre. 3 jours et il était parti. » Jesse a tourné la tête vers sa voix. Les mots flottaient entre eux, simples et lourds. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. » Sa voix n'a pas tremblé. « Je ne suis pas venu ici pour des condoléances. Je suis venu pour ne plus en entendre. » Il connaissait ça, lui aussi. La façon dont le mot « désolé » commençait à sonner comme une porte qui se ferme. Comme si les gens voulaient que vous guérissiez vite pour qu'ils puissent cesser de se sentir mal à l'aise. Qu'est-il arrivé à la concession? Elle est revenue au frère de Thomas. Il n'y avait pas de place pour une veuve, surtout une sans enfant. Quoi qu'il en soit, elle a bougé sur sa chaise. Sa femme me l'a fait comprendre assez clairement. Le vent s'est levé. Un volet a claqué quelque part dans la rue. Jesse a resserré son manteau et a attendu. « Et vous » a demandé Clara. Madame Harmon m'a parlé de l'accident, mais elle ne m'a pas dit grand-chose d'autre. Le doigt de Jesse a trouvé le pommeau de sa canne. Du bois lisse usé par 2 ans d'utilisation. La canne de son père. Avant ça, transmise comme tout ce qui comptait. Un cheval m'a jeté à terre. Un orage, il y a 2 étés. Je me suis cogné la tête sur un rocher en tombant. Il a gardé une voix neutre, des faits. Rien de plus. Je me suis réveillé 3 jours plus tard et tout était noir. Le docteur a dit que l'enflure pourrait diminuer. Ça n'a pas été le cas. Clara n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Qu'est-ce qui vous manque? La question l'a surpris. La plupart des gens demandaient ce qu'il pouvait encore faire, ce dont il avait besoin, comment il se débrouillait. Personne ne demandait ce qui lui manquait. Les levers de soleil, le mot est sorti avant qu'il ne puisse le retenir. La façon dont la lumière arrive par-dessus les montagnes. Rose d'abord, puis dorée. La façon dont elle frappe la neige sur les sommets. Silence. La chaise à côté de lui a grincé. « Je pourrais vous dire, » a dit Clara, « à quoi il ressemble, si vous voulez. » Sa gorge s'est serrée. Il n'avait pas confiance en sa voix, alors il a hoché la tête. « Les étoiles sont sorties maintenant, » a-t-elle dit. Épaisse comme du sel renversé, et il y a du givre sur la rampe. On peut le voir briller là où la lumière de la lampe de la fenêtre derrière nous l'attrape. Il a écouté. Sa voix était stable. Elle n'essayait pas d'embellir les choses. Elle lui disait simplement ce qui était là. Les montagnes ne sont que des formes pour l'instant. Sombres sur un fond plus sombre. Mais on peut voir où commence la limite de la neige. C'est comme si quelqu'un avait tracé une ligne blanche sur les crêtes. Jesse s'est adossé à sa chaise. Le froid ne le dérangeait plus autant. « Vous avez de bons yeux » a-t-il dit. « J'en ai 2. Je me suis dit que je pouvais aussi bien m'en servir. » Il a failli les rire. Le son s'est coincé dans sa poitrine, comme quelque chose qui n'avait pas servi depuis longtemps. Ils sont restés assis sans parler pendant un moment. Le vent s'est calmé. Quelque part, un chien a aboyé 2 fois et s'est tu. Jesse a écouté la respiration de Clara, lente et régulière. Comme quelqu'un qui a appris à rester immobile quand le monde devient trop bruyant. « Vous avez dit que vous aviez besoin d'arrêter d'entendre des condoléances, » a-t-il dit finalement. « Qu'êtes-vous venu chercher à la place? » Sa chaise a cessé de se balancer. Je ne sais pas encore. Quelque chose de différent. Un endroit où personne ne connaît mon nom ou mon histoire. Une pause. Un endroit où je peux décider de la suite sans que tout le monde me regarde pour voir si je vais m'effondrer. Jesse a hoché la tête. Il comprenait cela mieux qu'il ne pouvait le dire. « Il fait froid, » a dit Clara. « Je devrais rentrer. » Il s'est levé. Une vieille habitude lui a fait offrir son bras. Comme son père le lui avait appris. Comme le fait un gentleman. Puis il s'est souvenu. Sa main est retombée. « Je n'ai pas de bons yeux dans le noir non plus, » a dit Clara. Ses doigts ont trouvé son coude. « Ça vous dérange? » Il n'a pas répondu. Il s'est juste mis à marcher. Le trottoir en bois s'étendait devant eux.
Sa canne a trouvé le rythme. Ses bottes suivaient la cadence à côté de lui. Au coin, elle l'a guidé vers la gauche avec une légère pression sur son bras. 2 marches à descendre ici, a-t-elle dit. Il les a descendues, sans trébucher. Vous vous repérez plutôt bien, a-t-elle dit. Pour un homme qui ne voit pas, j'ai eu 2 ans pour apprendre la ville au toucher. Et votre propriété? Madame Harmon a dit que vous aviez un ranch et 5 miles d'ici. La mâchoire de Jesse s'est crispée. J'ai une terre. Savoir si c'est encore un ranch est une autre question. Ils ont marché en silence. La pension est arrivée plus vite qu'ils ne s'y attendaient. L'odeur de fumée de bois et de graisse de cuisson, le grincement d'une porte moustiquaire dans le vent. C'est ici, a dit Clara. Elle a lâché son bras. Jesse se tenait sur la première marche. Sa canne a trouvé la rampe. Merci, a dit Clara, pour la danse et pour le reste. C'est vous qui avez traversé la salle, pas moi. Je suppose que nous avons tous les deux pris un risque. Il a entendu ses bottes sur les marches. La porte moustiquaire s'est ouverte. Mademoiselle Whitmore, elle s'est arrêtée. Ce lever de soleil, a-t-il dit. L'offre tient toujours? Une pause. Puis, je suis debout de bonne heure. Dites-moi où vous trouvez et j'y serai. La porte s'est refermée derrière elle. Jesse est resté dans le noir, le froid s'infiltrant dans ses os. Il a essayé de se souvenir de la dernière fois que quelqu'un lui avait offert autre chose que de la pitié. Le chemin du retour vers l'écurie, où il avait laissé son cheval, a pris plus de temps que d'habitude. Son esprit revenait sans cesse à la voix de Clara. La façon dont elle décrivait les étoiles. La façon dont elle n'avait pas tressailli quand il lui avait parlé de l'accident. Il était à mi-chemin de l'écurie quand il a entendu des pas derrière lui. Des bottes lourdes. La démarche d'un homme. Callahan. Il s'est arrêté. La voix appartenait à Gideon. Il reconnaîtrait ce ton mielleux n'importe où. Les nouvelles vont vite, a dit Gideon en s'approchant. Toute la ville parle de vous et de cette veuve. Vous devriez faire attention, Jesse. Un aveugle a déjà assez de problèmes sans y ajouter une femme. La main de Jesse s'est resserrée sur sa canne. Que veux-tu, Gideon? Je suis juste un bon voisin. Le sourire s'entendait dans sa voix. Mais puisque tu demandes, je voulais te parler de tes terres. L'hiver approche, un homme dans ta condition devrait réfléchir à ses options. Les pas se sont éloignés, une porte s'est ouverte et refermée, quelque part dans la rue. Jesse s'est resté seul dans le noir. Les mots de Gideon flottaient dans l'air, comme le premier souffle froid d'une tempête à venir. La jument de la pension était une baie avec une liste tordue et l'habitude de tirer à gauche. Clara tenait fermement les rênes alors que la route serpentait hors de la ville, passant devant l'église au clocher blanchi à la chaux, devant le cimetière sur la colline. Passant devant le dernier groupe de maisons d'où la fumée s'élevait, fine et grise contre le ciel du matin. 5 miles, Madame Harmon lui avait donné les indications au petit déjeuner. Sa voix portait ce mélange particulier de curiosité et de désapprobation. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Aller là-bas seule, une jeune veuve rendant visite à un célibataire. Les gens vont parler. Laissez-les parler. Clara avait cessé de s'en soucier le jour où elle avait enterré Thomas. Le ranch Callahan est apparu au détour d'un virage. Elle a arrêté sa jument et a regardé. Des poteaux de clôture penchés comme des hommes ivres. Des barrières à terre à 3 endroits qu'elle pouvait compter d'ici. La porte de la grange pendait de travers sur ses gonds. Les mauvaises herbes étouffaient le potager à côté de la maison. Ce qui avait été un jardin en tout cas. Maintenant, ce n'était qu'un enchevêtrement de tiges mortes et de feuilles noircies par le gel. La maison elle-même était bâtie sombre. Pas de fumée à la cheminée, pas de lampe à la fenêtre, mais il y avait un bruit sourd et rythmé venant de quelque part derrière la grange. Clara a fait avancer la jument. Jesse se tenait près d'une souche, une hache à la main. Il était en manche de chemise malgré le froid. Son souffle sortait en bouffées blanches à chaque coup. La lame a frappé le bois avec un craquement qui a résonné dans les collines. Il s'est penché, a trouvé les morceaux fendus au toucher et a placé une autre bûche sur la souche. Tchac! Sa visée était parfaite. Chaque coup portait juste. Clara est sur de cheval et a attaché la jument à un poteau de clôture qui avait encore un peu de solidité. Ses bottes ont craqué sur le sol gelé. La tête de Jesse s'est tournée au son. Qui est-ce là? Clara Whitmore. Il a baissé la hache. La sueur assombrissait son col malgré le froid. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Sa respiration se calmait. Vous êtes loin de la ville, mademoiselle Whitmore. 5 miles, ce n'est pas loin.
Elle a regardé l'état des lieux. La rouille sur la pompe à main près du puits. Le tas de bûches non fendues qui lui prendrait des semaines à fendre seule. Madame Harmon dit que vous êtes têtue comme une mule et 2 fois plus bête. Un son est sorti de sa gorge. Presque un rire. Elle n'a pas tort. Clara s'est approchée. L'odeur de bois fraîchement coupé flottait dans l'air, vive et propre. Les mains de Jessie serraient le manche de la hache. Des paumes brûlées par la corde. Elle a remarqué des callosités épaisses comme du cuir. « J'ai besoin de travail », a-t-elle dit. « Vous avez besoin de bras? Ce n'est pas la charité. C'est un échange. » Sa mâchoire s'est crispée. La hache s'est abattue et s'est plantée dans la souche. « Je n'ai pas besoin d'aide. » La clôture dit le contraire. La porte de la grange aussi. Et le jardin en friche. Et le bétail que je vois errer sur cette crête lointaine. La tête de Jessie s'est tournée vers la crête qu'elle avait mentionnée. Ses narines se sont légèrement dilatées, comme s'il testait le vent. « Combien de têtes comptez-vous? » Clara a plissé les yeux. Le bétail formait de petites silhouettes sur l'herbe brune, près d'un bosquet de peupliers. Peut-être 30. Difficile à dire d'ici. 31. Il a penché la tête, écoutant quelque chose qu'elle ne pouvait pas entendre. L'une d'elles a une respiration sifflante. La troisième en partant de la gauche de ce grand arbre. Vous l'entendez? Elle a tendu l'oreille. Rien que le vent. Il faudra la surveiller, a dit Jessie. Les problèmes pulmonaires s'aggravent avec le froid. Clara l'a dévisagé. Comment? Mes oreilles fonctionnent bien, madame. Il a retiré la hache de la souche. Les yeux ne sont qu'une façon de voir. Elle a laissé cette phrase en suspens un moment. Le vent s'est levé, apportant l'odeur d'un temps à venir. Quelque chose de métallique, de froid. Vous vous y connaissez en bétail? A demandé Jessie. Un peu. Nous avions un petit troupeau dans le Nebraska. Et en clôtures, je peux s'apprendre. Il n'a rien dit pendant un long moment. Sa main a retrouvé le manche de la hache, ses doigts s'enroulant autour du bois usé. Un jour, a-t-il dit finalement. Vous travaillez un jour. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous retournez dans ville et vous ne revenez plus. Marché conclu. Les outils sont dans la grange, côté gauche. 3e étagère en partant du bas. Tout à sa place. Ne déplacez rien. Clara a trouvé la grange en suivant la porte de travers. À l'intérieur, l'odeur de foin, de cuir et de vieille poussière lui a rempli le nez. La lumière passait par des interstices dans les planches, tombant en rayures sur le sol en terre battue. Elle a trouvé l'étagère qu'il avait mentionnée. Marteau, clou dans une boîte en fer blanc, pince coupante, une bobine de fil de fer. Tout était rangé avec une précision minutieuse. Elle a rassemblé ce dont elle avait besoin et est retournée dehors. La première heure a été difficile. Le système de Jessie n'avait aucun sens pour elle au début. La façon dont il organisait les choses au toucher. Chaque outil a sa place exacte pour que ses mains puissent le trouver dans le noir. Elle a renversé un seau de clous. Elle a passé 10 minutes à les ramasser dans la terre pendant qu'il se tenait là, les bras croisés, sans rien dire. Mais vers midi, quelque chose a changé. Elle a appris à décrire ce qu'elle voyait avec des mots simples. Pas jolis, pas poétiques, juste des faits. La barrière est fissurée à environ 1 pied du poteau gauche, fendue net. Jessie a passé ses doigts sur le bois, a trouvé la cassure et a hoché la tête. « Passez-moi le marteau. » Elle l'a trouvé sur l'établi, là où il avait dit qu'il serait. Quand elle a mis le manche dans sa paume, leurs doigts se sont touchés. Sa main était chaude malgré le froid. Il ne s'est pas retiré. « Tenez la barrière bien droite, a-t-il dit. Je sentirai le clou. » Elle a calé le bois pendant qu'il enfonçait le clou. 3 coups. Le son a retenti dans le pâturage vide. Ils sont passés à la section suivante, puis à la suivante. Les épaules de Clara la brûlèrent. Des ampoules se sont formées sur ses paumes, là où le bois rugueux avait frotté une peau devenue douce par des mois d'inactivité. Elle ne s'est pas plainte, le soleil était bas quand ils ont fini. 20 pieds de barrière solide. Debout, droite pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois. Jessie a passé la main sur la barrière supérieure, testant. Ses doigts s'y trouvaient les jointures où ils avaient raccordé du bois neuf à l'ancien. « Pas mal, a-t-il dit. Pas mal. » Clara a essuyé son front avec sa manche. « J'ai des ampoules sur mes ampoules. Ça va vous endurcir. » Il s'est tourné vers la maison. Il y a du café à l'intérieur. Le poêle est froid, mais je peux l'allumer. La cabane était sombre et exiguë.
Elle pouvait distinguer une table, deux chaises, un lit contre le mur du fond. Tout était propre, tout était à sa place. Le poêle en fonte était froid et noir dans le coin. Les allumettes sont sur l'étagère au-dessus de la bassine, a dit Jessie. Le petit bois est dans la boîte à côté du poêle. Elle a trouvé les deux. L'allumette a brillé dans l'obscurité et pendant un instant, elle a pu voir son visage clairement. Les rides autour de ses yeux, le pli de sa bouche. Il se tenait très immobile, la tête penchée, écoutant le son de ses mouvements dans son espace. Le petit bois a pris. La fumée s'est enroulée dans la cheminée. « Je reviendrai demain », a dit Clara. Jessie n'a pas répondu tout de suite. Il se tenait près du poêle, se chauffant les mains au-dessus de la flamme grandissante. « Cette vache qui siffle », a-t-il dit finalement. « Elle a un veau, un jeune. Si la mère meurt, le veau ne passera pas l'hiver seul. » Clara a compris ce qu'il ne disait pas, la question sous-jacente. « Alors je suppose qu'on ferait mieux de s'assurer qu'elle ne meurt pas. » Elle était presque à la porte quand sa voix l'a arrêtée. « Mademoiselle Whitmore, cet homme au bal, celui avec le beau manteau, il vous a dit quelque chose? » La main de Clara reposait sur le cadre de la porte. Le froid s'infiltrait par les fentes. « Non. » Pourquoi? Le visage de Jessie était à moitié dans l'ombre, à moitié éclairé par la lueur du poêle. « Pour rien. Faites juste attention à ce que vous dites aux gens en ville. Tout le monde ne me veut pas du bien. » Le café était chaud et amer. Clara a enroulé ses doigts autour de la tasse en fer blanc et a laissé la chaleur s'infiltrer dans ses os. Les planches du porche grinçaient sous le rocking chair alors qu'elle se calait dans le rythme du matin. 2 semaines maintenant. 2 semaines à partir à cheval à l'aube, à travailler jusqu'à ce que ses épaules lui fassent mal, à apprendre la forme du monde d'un homme aveugle. Jessie était assis sur la chaise à côté d'elle, sa propre tasse en équilibre sur son genou. La vapeur montait dans l'air froid. Aucun d'eux ne parlait. Ils n'en avaient pas besoin. Un son est venu du pâturage. Des bruits de sabots, lents et inégaux. La tête de Jessie s'est tournée vers lui avant même que Clara ne remarque le bruit. « C'est Bessie qui rentre », a-t-il dit. « Entendez comme elle favorise l'avant-gauche. C'est comme ça depuis qu'elle est veau. Elle a marché dans un trou de gaufre quand elle avait 6 mois. Ça n'a jamais vraiment guéri. » Clara a plissé les yeux vers la forme qui approchait. Une vache brune avec une tache blanche sur le flanc, marchant avec une légère boiterie. Comment les différenciez-vous? Par le son, l'odeur, le poids de leurs pas. Jessie a pris une gorgée de son café. Chaque animal a une signature. Il faut juste apprendre à la lire. La vache a atteint la clôture et s'est arrêtée, ses grands yeux bruns fixés sur Jessie. Elle a beuglé une fois, un son profond et grondant. « Elle demande du grain », dit Jessie, « une gâtée. Ma mère la nourrissait à la main quand elle était petite. » Clara a regardé la vache attendre à la clôture, patiente et pleine d'attente. Votre mère l'a élevée. Elle a élevé la moitié de ce troupeau. Elle avait un don avec les animaux. Elle pouvait calmer un cheval effrayé juste en lui parlant. La voix de Jessie est devenue neutre. Elle est décédée il y a 6 ans. La fièvre. Clara a hoché la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. La fièvre ne se soucie pas de qui elle emporte. Non, en effet. Ils ont fini leur café en silence. Le soleil est monté plus haut. Le givre sur l'herbe a commencé à fondre, libérant l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. « Les collines changent de couleur », a dit Clara. « Dorées maintenant, comme du miel quand on le tient à la lumière. » Jessie s'est immobilisée. Sa tasse s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. « Je me souviens de ça », a-t-il dit doucement, de ce à quoi ça ressemblait. Elle n'a rien dit de plus. Elle l'a juste laissé avec son souvenir. « On devrait vérifier le troupeau », a dit Jessie après un moment. « Cette vache avec le problème pulmonaire. Je veux entendre comment elle va. » Ils ont scellé les chevaux. La jument empruntée de Clara et le hongre gris de Jessie, un animal stable qui connaissait la terre mieux que la plupart des hommes. Jessie se déplaçait avec une aisance habituée, ses mains trouvant les boucles et les sangles sans hésitation. La mémoire musculaire conservait ce que la vue avait perdu. Le trajet jusqu'au pâturage nord a duré une demi-heure. Clara décrivait ce qu'elle voyait au fur et à mesure. Le ruisseau qui coulait bas, les trembles perdant leurs dernières feuilles jaunes, le faucon qui tournait paresseusement au-dessus d'eux. « À queue rousse », a dit Jessie quand elle a mentionné le faucon. « C'est son territoire.
Ils chassent sur cette parcelle depuis que je suis enfant. Ils ont trouvé le troupeau dispersé sur la pente, broutant l'herbe brune d'automne. Clara a compté les têtes pendant que Jessie écoutait. 31. Elle a confirmé. Toutes présentes. La malade. Où est-elle? Clara a balayé le troupeau du regard. Côté est, à l'écart des autres, près de ce gros rocher. Jessie a fait avancer son cheval. Clara a suivi. En se rapprochant, elle a pu entendre ce qu'il devait avoir entendu à 50 yards de distance. Un sifflement humide et râlant à chaque respiration de la vache. Elle tient bon, a dit Jessie, sa mâchoire se détendant légèrement. Pas pire qu'hier. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? On la nourrit. On la garde au calme. On surveille le veau. Il a tourné la tête vers une forme plus petite, debout près du flanc de la vache malade. Si elle meurt, il faudra le nourrir au biberon. Vous avez déjà fait ça? Un peu. On a eu quelques orphelins dans le Nebraska. Bien. Ils sont restés sur leurs chevaux à regarder le troupeau s'installer pour l'après-midi. Le vent passait dans l'herbe, pliant les seiges en longues vagues lentes. Jessie est descendue de cheval soudainement. Clara l'a regardé s'accroupir, sa paume planant juste au-dessus du sol. « Sentez ça », a-t-il dit. Elle est descendue de sa selle et s'est agenouillée à côté de lui. L'herbe bougeait sous ses doigts, toute pointée dans la même direction. « Une tempête arrive », a dit Jessie. « Bientôt, peut-être avant la fin de la semaine. Le bétail le sait. Voyez comme il dérive vers l'est, se déplaçant vers le terrain abrité. » Clara a levé les yeux au ciel. Bleu clair. Pas un nuage. Vous êtes sûr? L'herbe vous le dit. Les animaux vous le disent. Il faut juste écouter. Ils sont rentrés alors que le soleil commençait à se coucher. Le ciel est devenu rose, puis orange, puis violette foncé sur les bords. Clara a décrit chaque changement pendant que Jessie écoutait. Son visage tourné vers la lumière qu'il ne pouvait pas voir. Quand ils ont atteint la cabane, il a décellé les chevaux pendant qu'elle ravivait le feu. La routine était familière maintenant. Elle a posé sa tasse de café au même endroit que d'habitude, côté gauche de la table, à 2 pouces du bord. Jessie est entrée, a accroché son chapeau au clou près de la porte et s'est dirigée vers la table. Sa main s'est tendue, a trouvé la tasse. Du premier coup, il a fait une pause, a soulevé la tasse. Il a pris une gorgée. « Vous la mettez toujours au même endroit », a-t-il dit. « Je me suis dit que vous apprendriez où la trouver. » Quelque chose a traversé son visage, disparu, avant qu'elle ne puisse le nommer. Après le souper, des haricots et du pain de maïs, rien de sophistiqué, ils se sont assis à nouveau sur le porche. Les étoiles sont sorties, épaisses et brillantes, dispersées dans le ciel noir. Clara a resserré son manteau contre le froid. Jessie a sorti un harmonica de sa poche, argenté, cabossé, usé par des années d'utilisation. Il l'a porté à ses lèvres et a joué. La mélodie était vieille, simple. Le genre d'air qui vit dans les eaux d'un lieu, transmis de père en fils, fredonné autour des feux de camp et des champs labourés. Clara s'est surprise à fredonner. Elle ne connaissait pas les paroles, mais son corps connaissait la forme de la chanson. Jessie a baissé l'harmonica. C'est mon père qui m'a appris ce que c'est celle-là. Il disait qu'un homme qui ne sait pas faire de musique n'a rien à faire dans un ranch. Votre père ressemble au mien. Clara a ramené ses genoux contre sa poitrine. Il disait qu'une ferme sans champ n'était que de la terre. Jessie a hoché lentement la tête. L'harmonica a capté la lumière des étoiles, scintillant d'argent dans le noir. « Je n'ai joué pour personne depuis l'accident », a-t-il dit. Je n'en voyais pas l'intérêt. Qu'est-ce qui a changé? Il n'a pas répondu. Il a juste levé l'harmonica et a joué à nouveau. Les oies ont dérivé sur la terre vide, se mêlant au vent et au son lointain du bétail s'installant pour la nuit. Clara a écouté. Ses yeux la brûlaient, mais elle ne les a pas essuyés. Elle est juste restée assise dans le noir avec un homme qui pouvait voir plus que la plupart des gens et a laissé la musique remplir les espaces où les mots ne pouvaient pas aller. La chanson s'est terminée. Jessie a baissé l'harmonica. « La tempête arrive », a-t-il répété. « Il faudra rapprocher le troupeau avant qu'elle ne frappe. Mettre la vache malade dans la grange si on peut. » Clara a levé les yeux vers le ciel clair, les étoiles brillantes, l'obscurité paisible. 3 jours plus tard, le ciel est devenu noir, et avec lui est venu un cavalier de la ville, porteur de nouvelles qui allait tester tout ce qu'ils avaient construit. Le magasin général sentait les cornichons, le kérosène et l'odeur âcre du tabac du tonneau près du comptoir.
Clara a posé son panier sur le bois usé et a attendu, pendant que M. Piton pesait la farine derrière elle. La cloche au-dessus de la porte a tinté. Des pas, des murmures. C'est elle, a dit quelqu'un, une voix de femme, basse mais pas assez, celle qui va au ranch Callahan tous les jours. Clara a gardé les yeux sur la balance. L'aiguille a tremblé, puis s'est stabilisée. 5 livres, a dit M. Peton. Il n'a pas croisé son regard. Autre chose? Du café, du sel, une boîte de Saint-Doux. Il a rassemblé les articles lentement. Les murmures continuaient derrière elle, un murmure constant comme l'eau sur les pierres. Madame Harmon est apparue à son coude. Le visage de la femme plus âgée était pincé par l'inquiétude, ou quelque chose qui voulait ressembler à de l'inquiétude. Les gens parlent, ma chère. Sa voix avait cette fausse douceur que Clara avait appris à reconnaître. Une jeune veuve vivant là-bas avec un célibataire. Ce n'est pas convenable. Clara a compté les pièces pour son achat. Je travaille pour Monsieur Callahan, comme n'importe quel employé. Ce n'est pas comme ça que les gens le voient, alors les gens peuvent s'occuper de leurs affaires. Elle a rassemblé ses provisions et est sortie. La cloche a tinté derrière elle. Les murmures l'ont suivie à travers la porte, sur les marches et jusqu'à l'endroit où elle avait attaché sa jument. Le trajet du retour a pris plus de temps que d'habitude. Les pensées de Clara tournaient en rond. Ce que les gens disaient, ce que les gens pensaient, la façon dont ils la regardaient dans la ville. Les femmes avec leurs sourires pincés, les hommes avec leurs regards de côté. Elle avait quitté le Nebraska pour échapper à ça. La pitié, le jugement, le poids constant des attentes des autres, pesant comme une main sur sa poitrine. Et maintenant, ça recommençait. Le ranch Callahan est apparu au dernier virage. Clara a arrêté sa jument. Un cheval était attaché à la rampe du porche. Un bel animal, robe baie brossée jusqu'à briller. Des ferrures en argent sur la bride. Pas un cheval de travail, un cheval d'homme riche. L'estomac de Clara s'est noué. Elle est descendue de cheval et a attaché sa jument à côté du bai. Des voix provenaient de la porte ouverte de la cabane. L'une qu'elle a reconnue comme celle de Jessie, baisse, neutre, contrôlée. L'autre était plus douce, huilée, comme du cuir cher. J'essaie de t'aider, Jessie. La voix de Gideon a traversé la porte. Tout le monde peut voir que tu as du mal ici. L'hiver arrive. Tu perdras la moitié de ce troupeau avant le printemps. Clara s'est approchée. Par l'entrebâillement de la porte, elle pouvait voir Gideon debout près du poêle froid, son beau manteau déboutonné, son chapeau à la main. Jesse était assis à la table, le dos raide, les jointures blanches, là où il serrait sa canne. « 20 mois maintenant, a poursuivi Gideon. Pris juste, vente rapide. Déménage en ville où les gens peuvent s'occuper de toi. La mâchoire de Jesse a travaillé. Sors de mes terres, Gideon. Maintenant, Jesse. J'ai dit, sors, Gideon a soupiré. Le son était théâtral. Répétez. Je suis juste un bon voisin, j'essaie de t'épargner l'humiliation de tout perdre, morceau par morceau. Mais si tu veux être têtu, il a haussé les épaules. L'hiver ne se soucie pas de la fierté. Il s'est dirigé vers la porte. Clara a reculé, mais pas assez loin. Gideon est sorti sur le porche et s'est arrêté quand il l'a vu. Son sourire était mince. Ses yeux l'ont parcouru comme un homme évaluerait du bétail aux enchères. « Madame, il a touché son chapeau. Vous devriez penser à votre réputation. Une femme dans votre position ne peut pas se permettre d'être négligente. » Il est monté à cheval et est parti sans se retourner. Le bruit des sabots s'est estompé au loin, avalé par le vent. Clara est restée sur le porche. Ses mains tremblaient. Elle les a plaquées contre sa jupe et a attendu qu'elle s'arrête. Puis elle est entrée. La cabane était sombre. Le poêle était froid dans le coin. Pas de feu allumé malgré le froid dans l'air. Jessie n'avait pas bougé de la table. Sa tasse de café était intacte à côté de lui. La surface était devenue plate et grise. Jessie. Il n'a pas répondu. Clara s'est dirigée vers l'étagère au-dessus de la bassine. Ses doigts ont trouvé la boîte d'allumettes. Le craquement de l'allumette était fort dans le silence. Un grattement sec, puis la lueur de la lumière. Elle a allumé la lampe. La flamme jaune a pris sur la mèche et s'est étendue, repoussant l'obscurité. Peut-être qu'il a raison. La voix de Jessie était calme, creuse. Peut-être que je me berce d'illusions, en pensant que je peux gérer cet endroit, en pensant que quelque chose va être différent. Clara a posé la lampe sur la table. La lumière a attrapé les rides sur son visage.
les ombres sous ses yeux. Il paraissait plus vieux que ses 40 ans. Vous allez laisser ce serpent décider de ce que vous valez? Sa tête s'est tournée vers sa voix. Ses yeux de galette de rivière, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qui est vrai. La main de Jesse a lâché la canne et s'est posée à plat sur la table. Je ne peux pas voir les poteaux de clôture pourrir. Je ne peux pas voir le bétail dérivé. Je ne peux pas voir le toit quand il commence à fuir. Tout ce que je sais de cet endroit passe maintenant par les yeux des autres. Vos yeux. Clara a tiré la chaise en face de lui et s'est assise. Alors, que se passera-t-il quand vous partirez? Quand vous trouverez quelque chose de mieux? Quand l'hiver deviendra rude et que vous déciderez que vous préférez être au chaud en ville plutôt que de geler ici avec un aveugle qui ne peut même pas allumer son propre poêle certains jours? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Il a détourné le visage. Clara est restée très immobile. La flamme de la lampe a vacillé dans un courant d'air de la fenêtre. Dehors, le vent se levait. Ce même vent qui avait plié l'herbe des jours auparavant. J'ai enterré mon mari dans la terre, a-t-elle dit. Je les ai regardés pelleter de la terre sur la boîte qui le contenait. Je suis resté là pendant que son frère me disait que je n'étais plus la bienvenue dans ma propre maison. La tête de Jessie s'est retournée vers elle. Je suis venu ici parce que je n'avais nulle part où aller. Je suis resté parce que elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration. Je suis resté parce que vous êtes la première personne en 6 mois à ne pas me regarder, comme si j'étais un problème à résoudre. Le vent a poussé contre les murs. La flamme de la lampe s'est stabilisée. Vous ne vous bercez pas d'illusions, a dit Clara. Vous travaillez plus dur que n'importe quel homme que je connais. Nous construisons quelque chose ici, ensemble. Ici, à Summer. La main de Jessie a trouvé sa tasse de café, l'a soulevée, l'a reposée sans boire. Gideon n'arrêtera pas, a-t-il dit. Il veut cette terre. Depuis des années, il continuera à pousser jusqu'à ce que je craque ou que je vende. Alors ne craquez pas. Facile à dire. Je n'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que ça valait la peine. Le vent s'est levé plus fort. Les premières gouttes de pluie ont commencé à crépiter sur le toit. La tempête arrivait exactement comme Jessie l'avait prédit. Clara s'est levée et s'est dirigée vers le poêle. Je vais allumer un feu. On dirait que vous avez besoin de quelque chose de chaud. Elle tendait la main vers le petit bois quand Jessie a parlé à nouveau. Clara, elle s'est arrêtée. Cette vache avec le problème pulmonaire. Celle que nous surveillons. Sa voix avait changé. Il y avait une pointe d'acuité maintenant, d'alerte. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? La tête de Jessie s'est penchée, écoutant la pluie. Je ne l'ai pas entendue ce matin. Quand nous avons fait le compte, j'ai entendu le veau, mais pas de la mer. La main de Clara s'est figée sur la boisse de petit bois. La pluie va inonder ce pâturage bas où elle se couche. Si elle est déjà faible, si elle est tombée, le vent a claqué contre les murs de la cabane. La flamme de la lampe a vacillé et dansé. Le veau, a dit Clara. Jessie attrapait déjà son manteau. La pluie a frappé comme un mur, froid, dur, s'abattant sur le visage de Clara jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus voir à 3 pieds devant elle. Par ici. La voix de Jessie a percé le vacarme. Il a avancé devant elle, sa canne abandonnée quelque part à la grange, les 2 mains tendues pour sentir la ligne de la clôture. Ils ont d'abord trouvé la vache malade. Tombée dans la boue du pâturage bas, ses flancs se soulevant, sa respiration râlant humide dans sa poitrine. Le veau se tenait à côté d'elle, bêlant d'un son faible et terrifié que le vent emportait presque avant qu'il n'atteigne les oreilles de Clara. Mais ce n'était pas le pire. La clôture était à terre, la section qu'ils avaient réparée ensemble il y a 3 semaines. Les barrières étaient éparpillées dans la boue comme des os brisés. Et au-delà, dans l'obscurité et la pluie, le reste du troupeau s'était dispersé dans de la plaine. « Combien sont passés? » a crié Jessie. Clara a forcé ses yeux pour voir. Des formes bougeaient dans l'obscurité, du bétail courant à l'aveugle, effrayé par la tempête. 10, peut-être 12. Je ne peux pas dire. Jessie s'est tournée vers le bruit des sabots, la tête penchée, écoutant à travers la pluie. Ils se dirigent vers le ruisseau. S'ils atteignent la rive, ils vont se regrouper. On peut les ramener. Ils ont couru. La boue aspirait les bottes de Clara à chaque pas. Elle a trébuché, s'est rattrapée et a continué. Devant elle, Jessie se déplaçait avec une assurance qui semblait impossible. Naviguant par le son, par le toucher, par un instinct qu'elle ne pouvait nommer.
Le ruisseau est arrivé vite, gonflé par la pluie. De l'eau brune tourbillonnant sur des rochers qui étaient secs la veille. Le bétail s'agitait au bord, beuglant et se bousculant. Trop effrayé pour traverser, mais trop paniqué pour rester immobile. Passez derrière eux, a crié Jesse. Poussez-les vers la porte. Clara a fait un large cercle. Ses poumons la brûlaient, ses jambes la brûlaient. La pluie a plaqué ses cheveux sur son visage, a coulé le long de son col et a trempé chaque couche de ses vêtements. Elle a agité les bras, a crié. Le bétail a sursauté et a commencé à bouger. Lentement d'abord, puis plus vite. Jesse se tenait de l'autre côté, tapant dans ses mains, créant un mur de son pour les canaliser vers la clôture brisée. Une vache a fait une embardée à gauche, Clara s'est élancée pour lui couper la route. Sa botte s'est prise dans une racine cachée dans la boue. Elle est tombée lourdement. La boue était froide, épaisse. Elle a recouvert ses mains et ses genoux, aspirant ses vêtements alors qu'elle essayait de se relever. La vache est passée en courant, projetant plus de boue sur son visage. Elle a essuyé ses yeux, a craché et a continué à avancer. Ils ont travaillé dans l'obscurité, une vache à la fois, un animal têtu et paniqué après l'autre. La pluie n'a jamais cessé. La voix de Clara est devenue rauque à force de crier. Ses mains se sont engourdies. Le froid s'est infiltré dans ses os jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus sentir où son corps se terminait et où la tempête commençait. La dernière vache est passée par la porte. Jesse l'a fermée avec du fil de fer, ses doigts travaillant au toucher, tordant le fil serré autour du poteau. Puis il s'est arrêté. Ses épaules sont tombées. Sa tête s'est inclinée. La pluie coulait sur son visage et gouttait de son menton. La clôture, a-t-il dit. Sa voix était neutre, vide. La section qui a cédé. J'aurais dû la vérifier. Je savais que les poteaux étaient faibles de ce côté. J'aurais dû... Ce n'était pas votre faute. Il s'est tourné vers elle et même dans l'obscurité, elle pouvait voir le pli de sa mâchoire. Vous avez fait ce que je vous ai dit. C'est moi qui aurais dû savoir. J'aurais dû sentir la pourriture dans le bois. J'aurais dû... Jesse, ça ne marchera pas. Les mots sont sortis, déchiquetés, déchirés. Je vous retiens, je vous entraîne dans mon désordre. Vous devriez partir, trouver une vraie vie quelque part. Arrêtez de perdre votre temps avec un aveugle qui ne peut même pas. Ses bottes ont glissé sur le sol mouillé. Ses bras ont mouliné une fois, agrippant le vide. Il est tombé, pas un trébuchement, une vraie chute. Le visage le premier dans la boue noire du pâturage. Clara a regardé Jesse Callahan, l'homme qui lui avait appris à lire la terre par le son et le toucher. L'homme qui pouvait compter le bétail par sa respiration et prédire les tempêtes par la courbure de l'herbe. Elle l'a regardé se relever sur les mains et les genoux dans la gadoue. La boue couvrait son visage, sa poitrine, ses mains. Elle goûtait de son menton et s'accrochait à ses cheveux. Il ressemblait à quelque chose que la terre avait essayé d'avaler et de recracher. Il ne s'est pas relevé. Ses doigts se sont crispés dans la boue. Ses épaules tremblaient. De froid ou d'autre chose, Clara ne pouvait le dire. « Regardez-moi » a-t-il dit. Sa voix était à peine audible par-dessus la pluie. « Je ne peux même pas me tenir droit. Je ne peux pas empêcher ma propre clôture de tomber. Je ne peux pas... » Clara s'est approchée, s'est tenue devant lui. La pluie martelait entre eux. « Vous avez fini ?» Il n'a pas répondu. « Parce que je ne pars pas. Vous pouvez me repousser autant que vous voulez. Vous pouvez me dire que je perds mon temps. Vous pouvez tomber dans la boue et vous apitoyer sur votre sort jusqu'au lever du soleil. » Elle s'est accroupie, ses genoux s'enfonçant dans la boue froide à côté de lui. « Mais je ne pars pas. » Les mains de Jesse se sont pressées dans la boue. Sa respiration sortait en halètements saccadés. « Pourquoi? » Le mot est sorti, brisé. « Qu'est-ce que vous y gagnez? Pourquoi rester avec un homme qui ne peut même pas? Vous croyez que je suis resté pour un salaire? » Il s'est immobilisé. « Je suis resté parce que ce soir-là, au bal, vous avez été la seule personne en 6 mois à ne pas me regarder comme si j'étais brisé. Comme si j'étais quelque chose à plaindre, à réparer ou à mettre de côté. » Sa voix s'est brisée. Elle l'a laissé se briser. « Vous m'avez demandé ce que je voulais. Personne ne demande aux veuves ce qu'elles veulent. On nous dit ce que nous devrions faire, comment nous devrions nous sentir, quand nous devrions cesser de pleurer. Mais vous avez demandé. » La pluie coulait sur son visage. Elle ne pouvait plus dire ce qui était de l'eau et ce qui ne l'était pas.
N'osez pas me renvoyer maintenant. La respiration de Jesse sortait en halètement saccadé. Ses mains ont lâché la boue. Lentement, péniblement, il s'est redressé sur ses genoux. Je ne sais pas comment avoir besoin de quelqu'un, a-t-il dit. Sa voix était rauque, à vif. J'ai oublié comment faire. Après l'accident, je me suis forcé à arrêter. Ça faisait trop mal d'avoir besoin de choses que je ne pouvais plus avoir. Clara a tendu la main. Ses doigts boueux ont trouvé son menton. Elle a levé son visage vers le sien, même s'il ne pouvait pas la voir, même si le geste ne signifiait rien pour des yeux qui ne percevaient plus la lumière. Ça fait de nous deux. La pluie continuait de tomber. Le bétail beuglait doucement derrière le fil de fer. Quelque part dans le pâturage bas, la vache malade était toujours à terre, son veau pleurant toujours. La main de Jessie s'est tournée dans l'obscurité, a trouvé son bras, l'a saisi. La vache, a-t-il dit, nous devons aller la voir. Je sais, elle ne passera peut-être par la nuit. Je sais. Ils se sont levés. La boue les a libérés à contre-cœur, aspirant leurs bottes. Tout le corps de Clara tremblait de froid. La main de Jessie a trouvé son épaule. Elle y est restée. Ils ont marché ensemble sous la pluie, de retour vers le pâturage bas, où une vache gisait mourante et un veau attendait dans le noir, et où le matin apporterait un choix qu'aucun d'eux n'était prêt à faire. Les premiers jours après la tempête, ils ont bougé lentement. Les muscles de Clara lui faisaient mal à des endroits qu'elle ne connaissait pas. Les mains de Jessie étaient à vif à cause du fil de fer, la peau fendue et cicatrisant par plaques. Mais ils ont bougé, ils ont travaillé, et morceau par morceau, le ranch a repris forme. 3 semaines ont changé plus que Clara n'aurait pu l'imaginer. Les poteaux de clôture étaient droits maintenant. Tous, même ceux du pâturage éloigné, où la vieille pourriture s'était installée le plus profondément. Elle a déterré le bois pourri elle-même et planté de nouveaux poteaux dans des trous frais, a tassé la terre avec le plat d'une pelle. Ses paumes s'étaient couvertes d'ampoules, puis de callosité, puis étaient devenues fortes. La fumée s'élevait de la cheminée de la cabane chaque matin maintenant. Le potager était débarrassé des mauvaises herbes, retourné, prêt pour les semailles de printemps. La porte de la grange pendait droit sur de nouvelles charnières. Jessie les avait forgées lui-même sur l'enclume portable du forgeron, travaillant au toucher, au son du marteau sur le fer, à la chaleur qui irradiait du métal. La vache malade était morte cette nuit-là sous la pluie. Il l'avait trouvée à l'aube, immobile et froide dans la boue, le veau pressé contre son flanc. Clara avait ramené le veau à la grange pendant que Jessie marchait d'à côté d'elle, sa main sur son épaule, sans qu'aucun d'eux ne parle. Ils avaient nourri le veau au biberon pendant 2 semaines d'affilée, toutes les 4 heures, jour et nuit, se relayant pour que l'autre puisse dormir. Le veau avait survécu. Elle était en sevrage maintenant, mangeant du grain dans la main de Clara, devenant plus forte chaque jour. La vente aux enchères était prévue pour le 3e samedi d'octobre. Jessie l'avait annoncé au magasin général 1 semaine plus tôt. 30 têtes de bétail, du bétail sain, du ranch Callahan. Les murmures avaient commencé avant même qu'il n'ait fini de parler. Maintenant, Clara se tenait sur le porche, un pinceau à la main, regardant le soleil grimper sur la crête est. De la peinture blanche goûtait sur les planches sous ses pieds. Elle y était depuis 2 heures, progressant le long de la rampe, recouvrant le gris usé par le temps d'une couleur fraîche. À l'intérieur de la cabane, elle pouvait entendre Jessie bouger, le cliquetis du harnais, le léger grincement du cuir. Il se préparait. Clara. Elle a posé le pinceau, ici. Jessie est apparue dans l'embrasure de la porte. Il portait son manteau du dimanche, celui qu'elle avait brossé et raccommodé la semaine dernière, rapiéçant les coudes usés avec du cuir d'une vieille paire de gants. Son chapeau était propre, le bord droit. Il s'était rasé ce matin. Elle pouvait sentir le savon. « Vous êtes prête ?» a-t-il demandé. « Presque. » Elle s'est essuyée les mains sur un chiffon et a regardé la rampe. À moitié faite. La peinture blanche brillait, humide, dans la lumière du matin. Je finirai ça en rentrant. Ils ont scellé les chevaux ensemble. La routine était fluide maintenant. Clara décrivant ce qui devait être ajusté, les mains de Jessie trouvant les boucles et les sangles avec une aisance habituée. Quand ils sont montés, le hongre gris de Jessie a tourné la tête vers la jument de Clara, et la jument a henni doucement en réponse. Le trajet jusqu'à la ville a duré 1 heure. Clara décrivait ce qu'elle voyait au fur et à mesure. Les trembles nus maintenant.
les montagnes portant leur première couche de neige, la fumée s'élevant des cheminées lointaines où les familles s'installaient pour les mois froids à venir. Jessie écoutait, son visage tourné vers chaque chose qu'elle mentionnait. « De quelle couleur est votre robe » a-t-il demandé. Clara a baissé les yeux sur le calicot qu'elle avait acheté avec son premier salaire, bleu, bleu foncé, avec de petites fleurs blanches. Ça a l'air joli, ça ira. Le parc des enchères était déjà bondé quand ils sont arrivés. Des éleveurs de 3 comtés étaient venus pour la vente. Des hommes en manteaux usés et chapeaux poussiéreux. Des femmes en calicot et en laine. Des enfants courant entre les enclos où le bétail beuglait et les chevaux tapaient du pied. Clara a attaché les chevaux à la barrière. Jessie est descendue seule, ses bottes trouvant le sol sans hésitation. Sa canne a tapé la terre battue alors qu'il s'orientait. Les gens les dévisageaient. Clara sentait leurs yeux comme une chaleur sur sa peau. Les murmures ont commencé immédiatement. Ce même murmure qu'elle avait entendu au magasin général, à la pension, dans les rues de la ville. C'est lui, l'aveugle, et elle, la veuve. Je ne pensais pas qu'il oserait se montrer. Jessie s'est dirigée vers la plateforme des enchères. Clara s'est mise à ses côtés, assez près pour que son épaule frôle son bras. Le vieux Tom Mercer se tenait près des enclos à bétail. Son visage buriné était plissé par l'âge. Il a vu Jessie arriver et a enlevé son chapeau. « Monsieur Callahan », il a hoché la tête. « Content de vous voir, Tom. » La voix de Jessie était stable. « Comment va ce genou? » Le docteur dit qu'il pourrait tenir encore un hiver ou deux. « Content de l'entendre. » Ils ont continué. Quelques autres hochements de tête, quelques autres salutations. Tout le monde n'était pas amical, mais tout le monde ne détournait pas le regard non plus. Le commissaire-priseur était monté sur la plateforme et a demandé le silence. Les hommes se sont rassemblés autour des enclos. Les enchères ont commencé. Le bétail de Jessie était le 3e lot. Clara les avait amenés ce matin. 30 têtes, lisses et saines malgré l'été difficile. Elle les avait brossés, vérifié leurs sabots, s'était assurée qu'ils étaient sous leur meilleur jour. L'autre suivant, a crié le commissaire-priseur. Ranch Callahan, 30 têtes, bétail mixte. La foule s'est déplacée. Clara a senti le changement d'attention. Tout le monde se tournant pour regarder Jessie, debout au bord de l'enclos avec sa canne à la main. Bon bétail, a poursuivi le commissaire-priseur. Le vendeur garantit qu'il a été nourri à l'herbe, bien abreuvé, en bonne santé toute la saison. Un homme au fond a levé la main. Mise à prix, 20 $ la tête. Une autre main, 22, 25. Les offres venaient plus vite maintenant. Clara a regardé les visages des acheteurs. Des éleveurs qui connaissaient le bétail, qui pouvaient voir la qualité de ce que Jessie avait élevé. Les chiffres ont grimpé. 30 $, 32, 35 $ la tête. Dernière offre, le marteau est tombé. Le bétail de Jessie s'est vendu 35 $ la tête. Le meilleur prix de la journée. La main de Clara a trouvé le bras de Jessie. Elle a serré une fois. Il n'a pas souri, mais quelque chose s'est détendu dans la posture de ses épaules. Ils ont récupéré le paiement à la table du greffier. Des pièces d'argent comptées et enveloppées dans un tissu. Clara a glissé le paquet dans la poche intérieure de son manteau. « Monsieur Callahan. » La voix venait de derrière eux. Clara s'est retournée. Gideon se tenait là, son beau manteau déboutonné malgré le froid, son chapeau repoussé sur sa tête. Son visage était illisible. « Je ne pensais pas que tu en étais capable, » a dit Gideon. La tête de Jessie s'est tournée vers la voix. « Il y a beaucoup de choses que tu ne pensais pas, Gideon. » Un silence s'est étiré entre eux. La mâchoire de Gideon s'est crispée. Ses yeux sont passés de Jessie à Clara, puis de nouveau à Jessie. « L'hiver arrive toujours, » a-t-il dit finalement. « Une bonne vente ne change rien à ça. »« Non, » a dit Jessie. « Ça ne change rien, mais c'est un début. » Gideon n'a rien dit. Il est resté là un moment de plus, son expression changeant en quelque chose que Clara ne pouvait pas tout à fait lire. Puis il s'est retourné et s'est éloigné, disparaissant dans la foule, sans un autre mot. Clara l'a regardé partir. Sa main était toujours sur le bras de Jessie. « Qu'est-ce que c'était que ça? » a-t-elle demandé. Jessie a secoué la tête lentement. « Je ne sais pas, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. » Ils sont retournés là où ils avaient attaché les chevaux. Les gens les regardaient passer. Les mêmes qui avaient murmuré et dévisagé. Clara a croisé leurs regards. Elle n'a pas détourné les yeux. Madame Harmon se tenait près du magasin général,
son châle serré contre le vent. Sa bouche était pincée en une ligne fine. Pour une fois, elle n'a rien dit. Jessie est montée sur le siège du chariot. Ses mains ont trouvé les rênes sans aide, ses doigts se calant dans les rainures familières usées par des années d'utilisation. Clara est montée à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent. « On rentre ?» a-t-elle demandé. Jessie a tourné son visage vers la route. Les montagnes se dressaient devant eux, coiffées de blanc et immobiles. Le ciel s'étendait, infini et bleu. « On rentre », a-t-il dit. Il a fait claquer les rênes. Le chariot a avancé, les emmenant loin de la ville, vers le ranch qu'ils avaient sauvé ensemble. Derrière eux, la vente aux enchères continuait. Le bétail beuglait, l'argent changeait de main, la vie continuait. Et dans la poche du manteau de Clara, enveloppé dans un tissu, se trouvait l'argent qui les ferait passer l'hiver, gagné honnêtement, payé en totalité, dû à personne. La route du retour s'étendait longue devant eux. Clara s'est appuyée contre l'épaule de Jessie. Il n'a pas bougé. Quelque part derrière eux, le veau qu'ils avaient sauvé attendait dans la grange. La rampe du porche était à moitié peinte. Le poêle avait besoin de bois. Il y avait encore du travail à faire. Il y aurait toujours du travail. Mais pour l'instant, elle y avait juste ça. 2 personnes sur un chariot, le grincement des roues sur la terre battue, et la certitude tranquille que quoi qu'il arrive, ils ne l'affronteraient pas seuls. La vaisselle séchait sur l'égouttoir à côté de la bassine. Clara s'est essuyé les mains sur le torchon et a regardé par la fenêtre la lumière déclinante. Le ciel était passé du bleu à l'or, puis à quelque chose de plus profond. La couleur du cuivre ancien ou de la peau d'une pêche mûre. Jessie était déjà sur le porche. Elle pouvait entendre le grincement du rocking chair, le léger tapotement de sa botte contre les planches. Pas encore d'harmonica, juste le calme. Elle a accroché le torchon à son crochet et est sortie. Le froid a d'abord frappé son visage, ce froid d'automne propre qui promettait du gel au matin. Elle a pris la courte pointe du dossier de sa chaise et l'a enroulé autour de ses épaules avant de s'asseoir. La chaise de Jessie a grincé à côté d'elle. Ses mains reposaient sur ses genoux, vides pour une fois. L'harmonica était posée sur la rampe à côté de lui, captant les dernières lueurs. Le souper était bon, a-t-il dit. Des haricots et du pain de maïs, ce n'est pas difficile à réussir. N'empêche, c'était bon. Ils sont restés assis sans parler. Le vent passait dans l'herbe du pâturage, faisant un bruit de secret chuchoté. Quelque part au loin, un coyote a appelé. Une longue note, puis le silence. Clara a regardé le soleil descendre plus bas. Les collines changeaient de couleur maintenant, passant de l'or à quelque chose de plus sombre. Du violet peut-être, ou le rouge profond du sang séché. Le soleil se couche, a-t-elle dit. Les collines deviennent violettes. Il y a un faucon qui tourne au-dessus de la prairie est. Jessie a tourné son visage vers la prairie. Ses yeux n'ont pas trouvé le faucon, mais quelque chose dans sa posture a changé, comme s'il pouvait sentir l'ombre de l'oiseau passer sur la terre. À queue rousse, je pense. Difficile à dire d'ici. C'est lui. Il chasse toujours à cette heure de la journée. Le faucon a fait un dernier cercle paresseux, puis est passé sous la ligne de crête et a disparu. Clara a regardé l'espace où il avait été. Les montagnes reçoivent leur neige, a-t-elle dit. Plus que la semaine dernière. Les sommets sont tout blancs maintenant. Jessie a hoché la tête. L'hiver arrive vite cette année. Il faudra rapprocher le reste du troupeau avant le premier grand froid. Je sais. Le vent s'est levé. Clara a resserré la courte pointe autour de ses épaules. Le tissu sentait le cèdre et quelque chose de plus ancien. Le faible fantôme de lavande, peut-être, de celui qu'il avait rangé des années auparavant. « Vous pensez parfois à y retourner ?» a demandé Jessie. « Au Nebraska. » La main de Clara s'est crispée sur la courte pointe. « Il n'y a rien pour moi là-bas. La famille de Thomas, pas la mienne, elle a fait une pause. Mes parents sont décédés avant notre mariage. Il ne reste que moi maintenant. » La chaise de Jessie a cessé de se balancer. C'est une chose difficile. C'est comme ça. Le silence s'est étiré entre eux. Pas inconfortable, juste plein. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être comblé. « Il y a quelque chose ici, alors ?» a finalement demandé Jessie. « Quelque chose qui vaut la peine de rester ?» Clara a regardé la cabane derrière eux. La peinture blanche sur la rampe du porche à moitié finie, la fumée s'élevant de la cheminée, la lampe brillant chaleureusement à travers la fenêtre.
Je crois bien que oui. Jesse a tendu la main vers l'harmonica. Ses doigts l'ont trouvé au toucher, s'enroulant autour du métal froid. Il l'a porté à ses lèvres et a joué. La mélodie était la même que celle qu'il avait jouée la première nuit, celle que son père lui avait apprise, celle qui semblait vivre dans les eaux de cet endroit. Mais elle sonnait différemment maintenant, plus lente, plus douce, comme une question au lieu d'une affirmation. Clara s'est adossée à sa chaise. La musique l'a envahie, se mêlant au vent et au son lointain du bétail s'installant pour la nuit. Elle a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, les étoiles sortaient, épaisses et brillantes contre le ciel qui s'assombrissait, dispersées comme du sel sur un drap noir. Les étoiles sont sorties, a-t-elle dit. Jessie a baissé l'harmonica. Lesquelles? Clara a penché la tête en arrière. Toutes, on dirait. La grande ours est au-dessus de la crête nord, et il y a cette étoile brillante, celle qui est toujours la première à apparaître. Vénus, c'est ça. Jessie a posé l'harmonica sur son genou, son visage tourné vers le ciel, vers la lumière qu'il ne pouvait pas voir. Ma mère me les nommait, a-t-il dit. Quand j'étais petit, on s'asseyait sur ce porche et elle me les montrait une par une. Elle disait que les étoiles étaient comme de vieux amis, toujours là, même quand on ne pouvait pas les voir. Clara a regardé son visage dans la lumière déclinante, les rides autour de ses yeux, le pli de sa mâchoire, la façon dont ses mains reposaient tranquillement sur ses genoux. On dirait que c'était une bonne femme. Elle l'était. Le coyote a appelé à nouveau, plus près cette fois. Une autre voix a répondu de quelque part de l'autre côté de la vallée. Clara. La main de Jessie a quitté son genou, a traversé l'air sombre entre eux, a trouvé le bras de sa chaise, a remonté jusqu'à son épaule. S'est arrêté, resté. Le mot flottait entre eux, simple, clair. Clara a levé la main. Ses doigts ont trouvé la main de Jessie sur son épaule, l'ont entourée. J'ai déjà dit que je le ferais. Je sais. Sa voix était rauque, mais j'avais besoin de demander correctement. Elle s'est tournée sur sa chaise, lui a fait face, même s'il ne pouvait pas voir son visage. Sa main est restée sur son épaule, chaude à travers la courte pointe. Et vous? À quoi ressemblez-vous en ce moment? Clara a ri. Le son la surprise, doux et réel, comme quelqu'un qui ne part pas. L'autre main de Jessie s'est levée, s'est tendue vers sa voix. Ses doigts ont trouvé son visage. Sa joue d'abord, puis la ligne de sa mâchoire. Son pouce a tracé la courbe de sa pommette. Peau rugueuse contre peau lisse, Clara a fermé les yeux. L'a laissé la voir de la seule façon qu'il pouvait. Ils sont restés comme ça un long moment. Sa main sur son visage, sa main sur la sienne, et les étoiles sortant une par une au-dessus d'eux. Puis Jessie a repris l'harmonica. La mélodie a dérivé sur la terre vide, se mêlant au vent, aux appels des coyotes et au doux bruit de la nuit qui s'installait. Clara s'est appuyée contre son épaule. Il n'a pas bougé. La lampe brillait chaleureusement à travers la fenêtre derrière eux. Les planches du porche grinçaient sous les rocking chairs. Les montagnes se dressaient, silencieuses et blanches, contre le ciel qui s'assombrissait. Le matin apporterait plus de travail, plus de réparation, plus de construction. Le veau avait besoin d'être nourri. La clôture du pâturage nord devait être vérifiée. La rampe du porche attendait toujours, à moitié peinte, qu'elle finisse ce qu'elle avait commencé. Mais c'était pour demain. Ce soir, il n'y avait que ça. 2 rocking chairs, une courte pointe, un harmonica et le son de 2 personnes apprenant à respirer ensemble dans le noir. L'harmonica a continué à jouer. Les étoiles ont continué à sortir. Et quelque part dans la grange, un veau qui avait perdu sa mère a levé la tête à la musique lointaine, puis s'est réinstallé dans la paille pour dormir. Clara a regardé la dernière lumière s'estomper de la crête ouest. Le violet s'est approfondi en noir. Le froid s'est installé autour d'eux comme une couverture. La main de Jessie a trouvé la sienne dans l'obscurité, l'a tenue. Aucun d'eux n'a parlé. Aucun d'eux n'en avait besoin. La musique a dérivé sur la terre qu'ils avaient sauvée ensemble, note par note, souffle par souffle. Et la nuit s'est enroulée autour d'eux comme une promesse tenue. Il y a quelque chose de silencieux dans cette histoire qui reste avec vous. Ce n'est pas bruyant, ni exigeant, c'est juste là, comme le poids d'une main sur votre épaule quand vous ne saviez pas que vous en aviez besoin. Beaucoup d'entre nous se sont tenus dans des pièces pleines de gens et se sont sentis seuls. Certains d'entre nous ont perdu des choses que nous ne pouvons pas nommer. La B. Celui a vu l'amour, la vie que nous pensions avoir.
Peut-être avez-vous connu ce que c'est que d'être ignoré, invisible, d'attendre près d'un mur pendant que la musique jouait pour tous les autres. Et peut-être avez-vous aussi connu ce que c'est quand quelqu'un traverse cette distance, quand une main se tend, quand quelqu'un dit sans le dire, je te vois. Cela n'a pas besoin d'avoir de sens. Cela n'a pas besoin d'une leçon ou d'une signification. Certaines choses sont simplement tendres, inachevées, familières d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer. Et c'est permis. Si quelque chose dans cette histoire vous a pesé ce soir, ce n'est pas grave de le laisser là. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Vous aviez seulement besoin de l'entendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté.